Ah ben Greg, il va nous la commenter en direct, Greg. Hein. Qu'est-ce qui se passe, mon gros? Explique-nous tout ça. C'est inexplicable, j'ai les étoiles plein les yeux. Voilà pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai encore des années. Voilà, c'est. Là, il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait être au bout comme ça. C'est la trêve internationale, les amis. C'est long, véritablement trop long, beaucoup trop long pour nous. Alors, on s'est posé la question avec l'ensemble de l'équipe Lamine et qu'est-ce qu'on pourrait faire en cette trêve internationale? Et on s'est dit, vu qu'on est une équipe de casseurs de reins et qu'on aime bien briser les reins aux gardiens et pas qu'aux gardiens, on a lancé le top 10 des dribbles les plus légendaires de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et pour des dribbles exceptionnels, j'ai une équipe exceptionnelle avec moi. Avec tout d'abord mon ami de toujours et mon compadre Naïm. Comment il va, el gringo? Ah, ça va très très bien là. C'est une vidéo qui s'annonce très très intéressante et je pense qu'on va raviver la mémoire de certains et faire découvrir des choses aux autres, aux plus jeunes. Et bien évidemment, j'ai le plus beau, le plus fort, Greg Olmeta, les gars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben tant pis pour vous, vous avez qu'à le connaître. C'est El Monstro, El Fenomeno, on l'appelle Greg Olmeta de Bonneveine, les gars. Comment il va, mon ami Greg? Ah, écoute, qu'est-ce que je suis content d'être là ce soir avec vous, parce que je sais qu'on va se régaler. Ça va être énorme, ça va être énorme. Ah ben les gars, là, les gars, on a concocté un top 10. Encore, n'hésitez pas en commentaire, les amis, mettez-nous votre top 10 s'il y a des choses qui vous titillent, s'il y a des actions que vous aurez aimé voir dans le top 10. En tout cas, on a fait un top 10 totalement subjectif. Et quelque part, on a essayé de se mettre d'accord et on n'a jamais réussi à tomber d'accord. Donc, on s'est dit, bon, on y va, on lance le top 10 comme ça. On va lancer, Gringo, c'est parti. Le top 10. J'ai pas envie de faire patienter plus longtemps. Let's go. Alors juste un petit point de contexte. On a pris en compte bien sûr la qualité du dribble, mais aussi le contexte dans lequel il a été effectué et aussi la valeur du joueur. Et donc c'est pour ça, bon, on sait qu'on ne tombera pas totalement d'accord. Mais on va commencer de suite avec la saison 91-92. Donc c'est l'avant-dernier match de la saison Vélodrome. On vous expliquera en quoi ce match était particulier. Et je pense que c'est un dribble, enfin une série de dribbles qui va beaucoup plaire à Greg. Ah ben Greg, il va nous la commenter en direct, Greg. Qu'est-ce qui se passe, mon gros? Explique-nous tout ça. C'est inexplicable, j'ai les étoiles plein les yeux. Voilà pourquoi je l'aime, pourquoi je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai encore des années. Voilà, c'est. Je me remets dans le contexte. Donc là, en 92, j'avais 9 ans. J'étais un simple débutant ou poussin en football de l'époque. Et grâce à ce monsieur, je m'amuse à faire ça pendant mes matchs. Donc, je pense que mon père a commencé à perdre ses cheveux à ce moment-là. Mes entraîneurs aussi. Mais voilà, là, on est sur un match de fin de saison. On gagne, on est champion. On n'est pas encore champion. Je crois que c'est en gagnant contre eux qu'on est champion. Exactement. Ouais. Donc, il fait ça. On doit mener 2-0 à ce moment-là. Mais il fait ça, sachant que s'il prend un but, Cannes pour revenir dans le match. Hein. Donc, voilà, c'est exceptionnel. En plus, Greg, on est dans les années. On est quand même. Je peux le regarder 50 fois, gros. On est dans les années 90. Les gardiens, en général. Bon, tu pouvais faire la passe au gardien. À l'époque, en plus, la passe en retrait. 92, il peut la prendre à la main, oui. Il peut la prendre à la main, ouais. Et c'était pas commun de voir un gardien aussi. De toute façon, c'est le plus fou, je pense, des gardiens quasiment qui est eu. On parlait de révolution, mais il était unique en son genre. Mais regarde, gros, crochet, fin de passe, il envoie une missile. Le maillot, c'est façon Celtic Glasgow, tu sais pas pourquoi. Mais cette célébration, frérot, il a marqué. Ah, cette image, elle n'est pas incroyable. Cette image, elle est magnifique, oui. C'est pour ça qu'on a bloqué dessus. Mais ouais, donc il y a beaucoup de choses en plus. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, juste pour la passe en retrait au gardien. Oh, il est que 10e. Eh ouais, mais frérot, je sais, voilà, tu vois, ça commence. Ne respectez pas les gardiens. Ne respectez pas les gardiens, il doit être premier, là. Là, déjà, les gars, ce match-là, il a un gros contexte. Alors, juste pour la passe en retrait, après ce match-là, donc quelques mois plus tard, il y a l'Euro 92, gagné par le Danemark. Et le Danemark qui a énormément abusé de la passe en retrait dès qu'il menait. Donc, c'est à la suite de ça, vraiment, que l'idée a été développée et que ça a été imposé. Et ce match, il est incroyable parce que c'est le dernier match de Papin au Vélodrome. Donc, avant le match
voilà, sur l'écran géant, le micro et les adieux, c'était extraordinaire. Franchement, c'est rare quand même les adieux qui se passent bien dans le monde du football aujourd'hui. Le Papin aussi. Il y avait Moser et Waddle. Il y avait Moser et Waddle qui partaient aussi. Papin, il a fait son annonce avant le match et c'était. Moi, j'étais petit, j'étais au stade, je me rappelle, mon père m'avait mené. À 9 ans, tu n'as pas la sensation de l'émotion, tu vois. Mais quand tu le revois plus tard, tu es là, quoi, tu vois. Ah, et puis c'était toute une fin de cycle, en fait. C'est-à-dire que l'année d'après, qui est quand même l'année 93, l'année suivante, où on gagne la Ligue des Champions enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Moser, plus Waddle, plus Papin, et c'est aussi des cadres, des joueurs emblématiques qui vont sortir de l'équipe à la fin de cette saison, des Amoros, des Casoni, qui seront encore là l'année d'après, mais qui seront plus titulaires. Donc vraiment une le plus beau de tout, c'est ça, c'est gagne 2-0, but de Papin et but de Deschamps, qui a quand même pas marqué beaucoup de buts dans sa carrière, qui fait la passation vu qu'il devenait capitaine l'année d'après. Donc voilà, c'était vraiment un match riche en symboles, et je pense que le dribble, la série de dribbles Dólmeta rentre parfaitement dans ce top 10. Et en plus, si on ne la mettait pas, je pense que Greg il venait pas ce soir. Ah non, mais tu sais quoi, je vais lui la remettre une dernière fois quand même, parce que il tourne. Ah, celui-là, il est incroyable. Il n'a aucun sens, le dribble. Il va vers sa cage. Oui, mais attends, le pire, c'est la passe qu'il envoie. Il envoie un missile dans les pieds. Tu sais, il avait été interviewé, il avait fait une sorte à l'époque de top 5 de ses arrêts et tout ça. Et en fait, en deuxième position, il n'avait pas mis un arrêt, il avait mis cette action. Et il avait dit un truc du genre, ouais, mais c'est. Abedi Pelé, il a essayé de me mettre des bâtons dans les roues en bloquant ma passe. Genre, sa passe, elle était parfaite, tu vois, c'est Pelé qui la bloque. Cette célébration, elle est. Parce que Greg, et juste pour finir sur le méta, le gardien, le pauvre, c'est le seul joueur quand il y a un but où personne vient le célébrer avec lui parce que c'est trop loin. Donc... Ouais, oui. Et toi, tu vas, tu traverses le terrain et tu es fatigué, tu n'as plus. C'est une action juste après, tu es mort. Et lui, mais moi, tu as besoin de but pour célébrer. Ah, cette action, les gars, je vois juste le temps et je me dis, elle va durer 2 heures cette vidéo parce que les anecdotes sont trop extraordinaires. Donc, régalez-vous. Il y en a beaucoup. Et en tout cas, c'est le 10e celui-là. C'est risqué, c'est osé. On aurait pu le mettre plus haut. Mais Naïm, je te laisse poursuivre. Mais il y a quand même de la qualité pour les autres. Là, c'est la 9e position, les gars. On est en 94-95, c'est une date qui parle à beaucoup de monde parce que les gars, c'est une date terrible. On va faire pleurer ce soir ou quoi? J'anticipe. C'est le but. 94-95, je sais où on était. On était en Ligue 2. On était en Ligue 2, mais comme on avait fini 2e du championnat l'année précédente et qu'on a été rétrogradé à cause de l'affaire OMVA, on a quand même gardé le droit de jouer la Coupe d'Europe. Et c'est lors du match contre l'Olympiakos qu'on a eu ce contrôle de génie d'un certain Jean-Marc Ferreri. Là, pour moi, c'est un des plus beaux contrôles que j'ai jamais vu. Est-ce que vous vous rendez compte comme le ballon il colle? Mais c'est facile, il craque. Aïe, il craque encore. 1, 2. Et probablement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de l'OM. Eh oui, l'un des plus grands attaquants de l'histoire de l'OM. Regardez-moi ça. Et ce maillot, contrôle maillot. Maillot, ce contrôle, cette prise de balle, même l'ouverture, je sais pas qui fait l'ouverture en amont, mais l'ouverture, elle est quasiment, Naïm, elle est quasiment. Je sais pas si c'est pas marqué qui se retrouve de ce côté-là. C'est un droit, non. C'est peut-être. Je sais pas, parce que regarde, il me semble qu'elle est pied gauche, hein. Regarde. Je sais pas. Il faudrait que je me demande si c'est pas marqué quand même. Mais alors, dites-nous, les gars, en commentaire, si vous arrivez à vous souvenir qui est le joueur qui fait cette ouverture extraordinaire, parce que c'est une ouverture de 60 mètres. Enfin, de 40 mètres, voire plus, même sur la largeur du terrain, c'est la diagonale, elle est parfaite. Mais le pire, c'est le relâchement. Quand il regarde, la facilité du geste, la beauté. Ferreri, Ferreri, le problème, regarde, crac, petit crochet pied droit, il lui met 2 fois, double accélération, et en plus, il jette, regarde, 2 fois, il regardait pour voir s'il y a Cascarino. Et après derrière, c'était trop fort techniquement. Après, faut se rappeler de qui était Jean-Marc Ferreri, même s'il arrive en fin de carrière à l'OM. C'était celui qui était censé être la relève de Michel Platini, qui arrive dans une année un peu creuse, enfin dans une période un peu creuse du football français, donc il n'aura pas eu trop de chance à ce niveau-là. Mais j'adore cette équipe de 94-95 parce que c'était la Ligue 2. Normalement, tout le monde, les plus gros joueurs sont partis, mais on a eu ce qu'on a appelé les grognards.
c'est-à-dire des anciens joueurs qui sont venus donner un coup de main, soit des Marseillais comme Dib ou Marquet, Dib qui est venu finir sa carrière à l'OM, soit des anciens comme Casoni, Amoros, qui sont restés, Bruno Germain qui est revenu. Donc voilà, et puis on a un joueur le grand Tony devant les gars. Et la grande force de Bernard Tapie à l'époque, c'était de toujours savoir remplacer ses attaquants. Quand Papin est parti, il récupère Voleur et Boksic. Quand Boksic part, il récupère Sonny Anderson. Et quand tu te retrouves en Ligue 2, qu'avec des bouchées, du jeu physique, il te récupère Tony Cascarino qui met. On avait regardé avec Blaise, c'était 70 buts, je crois, en 2 saisons. 70 buts en 2 saisons, Greg. Greg, je sais que toi, la Ligue 2, c'est quelque chose d'un peu sentimental. Déjà le maillot Reebok. Un jour, je l'ai trouvé sur un site qui vend des choses à l'ancienne. Ouais, presque. J'ai mis le pactole dessus parce que c'est, comme tu viens de le dire, la D2, parce que c'était la D2 à l'époque. Pour moi, c'est un sentiment particulier parce que j'étais un peu plus vieux. 94, 95, 96, donc j'avais 11, 12, 13 ans. Mais cette année-là, voilà, j'avais 11-12 ans et tu comprends un peu plus les choses. Tu comprends pas à cet âge-là pourquoi tu es en D2 en fait. Tu es champion d'Europe et un an et demi après, tu es en D2. Tu as un stade qui est tout le temps plein, en D2. Et tu avais ce sentiment au stade de révolte en fait, tu vois. Ça, et les matchs, je me rappelle, les matchs à l'extérieur, ils étaient diffusés toute la saison sur Eurosport. Eurosport, ils avaient fait jackpot avec l'OM. Et à l'époque, il n'y avait que mon oncle qui avait Eurosport, donc c'était des réunions de famille, tu vois. Donc pour moi, cette année, elle est sentimentalement, elle est énorme. Elle est énorme. J'en parle encore avec des frissons parce que, comme disait Naïm, il y avait une équipe de vieux briscards et de jeunes Marseillais. Barthez qui était resté cette année-là. Barthez qui était resté. Incroyable. C'était exceptionnel. Et j'avais ce sentiment de revanche, en fait, dans les tribunes. C'était vraiment. Tu sentais que ces mecs-là, ils étaient venus pour accomplir une mission, tu vois. Et c'est ça qui fait l'histoire de l'OM, Greg. On a vu l'épopée des minots aussi, tu vois. On a failli faire quelque chose qui était impossible et qui est impossible, en fait, dans le foot. Parce qu'on est champion, on monte, rétrogradé pour dépôt de bilan, et l'année d'après, on finit deuxième. Si on finit champion l'année d'après, on aurait eu une double titre en D2 qui est infaisable, en fait. Quand tu es champion, tu montes. 2 années de suite champion de D2, ouais. Clairement. Mais la deuxième année, on finit cette année. Donc, mais bon, c'était voilà, la D2 pour moi. Et tu as la Coupe d'Europe, justement. Le fait d'avoir passé un tour en étant en D2, c'était juste incroyable. Et derrière, le match de Sion, il est aussi rentré dans la légende, hein, parce que tu as fait un match extraordinaire là-bas, tu as failli au retour chez toi, tu as failli qualifier à un but près. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que cette année-là, en étant en D2, en fait, les 2 années de D2, on allait en demi-finale de Coupe de France à chaque fois. Et cette année-là, on tombe malheureusement contre Paris, qui était trop fort contre eux pour nous. Et l'année d'après, on tombera contre Auxerre, qui finira champion de France. Mais voilà, c'est extraordinaire. Ce qui a réussi à être créé en D2 cette année-là. Et le fait d'avoir fini premier, Greg, ça nous sauve aussi. Parce que du coup, on reste en D2. Sinon, on tombait encore plus. Donc voilà, tout ça, comme tu dis, là, c'est la légende de l'OM. C'est ce qui fait la légende de l'OM. Et pareil, s'il y a des plus jeunes qui n'ont pas connu ça, ce qu'on appelait la Super D2, parce que quelques années avant, c'était 2 championnats au niveau géographique. Comme ça peut se faire en national ou en CFA. Ouais. Et donc, ils ont regroupé, ils ont appelé ça la Super D2. Et donc, l'OM est passé par ce qu'on appelait le purgatoire. Des matchs à Épinal, Saint-Brieuc, Louan-Cuiseau. Tu te rends compte qu'en D2, tu joues la Coupe d'Europe et tu joues l'Olympiakos en Coupe d'Europe. Tu tapes l'Olympiakos, champion de Grèce, je crois, ou deuxième. Champion, parce qu'à l'époque, le champion n'était pas sûr de qualifier avec des champions, parce qu'elle n'était pas aussi grande avec des champions. Donc, l'Olympiakos peut être champion de Grèce. Tu les tapes, Sion. S'il n'y a pas cette boulette en début de match, Caso, Barthez. Et tant que tu passes, franchement, c'était extraordinaire. Et en étant éliminé, le match de Sion est quand même rentré dans la légende. Tellement l'ambiance était extraordinaire et tellement on a retourné le match en demi-temps. Je conseille à ceux qui nous regardent d'aller voir un peu sur les réseaux ou sur les trucs de vidéo. Marc Libra, pour ne pas le nommer, qui parle de cette époque-là. C'est franchement, ça fait partie de l'histoire de l'OM. C'est extraordinaire. Les gars, ça donne envie de voir la suite. Hein. Vas-y, Gringo, fais-nous rêver. Exactement. Et là, on va faire un petit bond de quelques années, et on est encore dans les années 90. Une saison très, très marquante. Je pense que même les plus jeunes, ils connaissent cette saison.
Pour un élément précis, peut-être pas en entier, mais ils la connaissent, c'est la saison 98-99. Et c'est un match, un championnat au Vélodrome. Alors, comme parfois, vous allez voir, les vidéos sont parfois de mauvaise qualité, parfois très courtes, parce que c'est des vidéos qui sont pas faciles à retrouver. Donc là, le geste est très court, mais le contexte qu'on va vous expliquer après vous fera comprendre pourquoi on l'a nommé. C'est Laurent Blanc, l'immense Laurent Blanc, qui réussit en pleine surface de réparation ce petit pont. En fait, attends, quand on le voit, il y a deux choses les plus humiliantes pour moi dans le foot moderne. Greg, on va en parler d'une Panelka que prend un gardien. Il a l'impression de se faire enlever tout ce qu'il a de plus cher au monde quand il se prend cette Panelka. Limite, si l'attaquant le regarde, il a envie de lui envoyer les deux pieds en avant. Et un défenseur central qui fait un petit pont dans la surface de réparation et que tu sais que c'est probablement le défenseur central le plus technique de l'histoire de l'OM, Laurent Blanc est pas loin de l'histoire du foot français. Je pense que même du foot français. On ne peut pas dire plus. Hein. Français, c'est sûr. Hein, mais ce geste-là, tu sens la souffrance. Remets-le, s'il te plaît. Remets-le. Tu sens, parce que vraiment, il arrive. Attends, je vais te le remettre bien. Oui, c'est le match de Coupe d'Europe, ça, ou de championnat? Non, justement, après l'avoir revu, on va bien le remettre dans le contexte à tout le monde. En plus, il est puni là. Tu vois, tu sais que c'est fini. Tu t'es pris un petit peu en pleine surface, tu arrives lancé. Et Naïm, parle-nous de ce match. Alors, pourquoi ce match en particulier l'important? Alors déjà, Laurent Blanc, ce jour-là, il a été hallucinant. Il a fait un match extraordinaire. Avant ce petit point de la surface, là, on est en fin de match. Hein. Il y a 0-0 à ce moment-là. Et on gagnera 1-0 à la 90e. Il a fait un contrôle à un moment donné sur une chandelle qui était redescendue avec de la neige, comme il nous disait Romain à l'époque, Blaye. Il a fait un contrôle incroyable. Il a fait un match extraordinaire. Et ça, c'était l'aboutissement. Et à la fin, en plus, on gagne. Et une victoire qui a une importance capitale parce que déjà, on était sur une série de 5 victoires consécutives. Donc, ça nous permet de la continuer. Mais surtout, il s'était passé quelque chose d'exceptionnel à cette époque-là. C'est qu'on avait tiré Monaco en Coupe d'Europe. Et c'est la première confrontation entre deux clubs français en Coupe d'Europe. Et donc, ce match-là, il arrive 2 semaines avant le match de Monaco. Donc, au niveau de l'impact psychologique de cette victoire au Vélodrome, c'est-à-dire que si là, le petit pont passe pas et que Spear marque en récupérant le ballon, tu perds 1-0 au Vélodrome à 2 semaines de les jouer en Coupe d'Europe, c'est peut-être pas la même. Et du coup, on est resté invaincu jusqu'à la 15e journée et une défaite contre Lyon. Mais ça a lancé, je pense que c'était un moment charnière de cette saison-là. Et c'est une saison exceptionnelle. Hein. On finit, tout le monde sait pourquoi on finit 2e derrière Bordeaux avec le but de Fayet au Parc. Pourquoi. Même si moi, j'ai toujours dit que cette année-là, le titre on le perd à Auxerre où on menait 1-0 et où Daniel Bravo arrête un ballon de la poitrine sur la ligne et l'arbitre lui siffle le penalty carton rouge. Auxerre égalise et c'est les 2 points qui nous manqueront à la fin de la saison. Et je me souviens que Bravo avait la marque du ballon sur la poitrine. Pour montrer qu'il n'avait pas fait main. Et donc voilà, on finit 2e, on perd en finale contre Parme, donc pas de titre cette année-là, mais moi, enfin je sais pas toi Greg, je sais pas toi Blaye, mais cette année, c'est une des plus exceptionnelles que j'ai jamais vécues. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec Courbis quand il nous dit, Courbis nous dit toujours, il faut sacrifier la Coupe d'Europe, tu peux pas faire les deux. J'ai du mal à entendre son discours-là parce que moi, le plus gros souvenir que j'ai de Roland Courbis, c'est cette année 98-99. Moi, à titre perso, après on verra sur Greg, moi, à titre perso, la Coupe d'Europe, je l'ai toujours dit, avant tout le reste, avant le championnat. Les championnats, tu peux en gagner, tu en as déjà gagné. Des Coupes d'Europe, tu n'en gagnes jamais, ou tu en as gagné une, et tu n'en as plus jamais regagné. Les clubs français n'en gagnent pas, donc la Coupe d'Europe passe avant tout le reste, peu importe la Coupe d'Europe. Conférence, Coupe des Coupes. Pour moi, une Coupe d'Europe, c'est une Coupe d'Europe parce qu'il faut y aller, il faut se battre contre des équipes étrangères avec des joueurs qui parfois deviennent des stars quelques années plus tard. On voit l'équipe de Parme contre qui on a joué en Coupe d'Europe, qui est probablement l'une des plus grandes équipes de l'histoire du championnat italien. Et ce petit point, pour moi, il marque aussi quelque chose de... tu sais, Greg, on a parlé de la révolution des gardiens. Et pour moi, Laurent Blanc, c'est la fin du poste de libéraux. C'est-à-dire que ça finit l'histoire du rôle du numéro 5. À l'époque, tu avais le gardien, le numéro 5, tu avais le numéro 10, et c'était 2 joueurs. En général, c'était tu vois, ce rôle de libéraux-là. Du casseur, surtout du casseur. Du casseur, en fait. C'est un tueur avant le 5. Moi, de l'époque ancienne que me racontaient les anciens, tu avais déjà le 4, c'était un boucher. Le 4, c'était un boucher. Tu passais, il fallait que tu avais un deuxième boucher ou un tueur, tu vois. Il y avait Roland Courbis.
Il y avait Roland Courbis derrière. Ah, tu as Raymond Domenech, tu vois ce genre-là. Non, mais tu prends l'époque de Toulon, où il y avait Luigi Alfano et Courbis, il n'y a que Beckenbauer qui était dans la lignée de l'eau. Plutôt Laurent Blanc était dans la lignée de Beckenbauer. Mais c'était parce que finalement, il y en a eu très peu. Il y en a eu très peu des joueurs à ce point-là. Technique à ce point. C'est un numéro 10, Laurent Blanc, de base. Il n'y a que Beckenbauer. Je n'ai pas vu jouer, moi, parce que moi, à côté, il n'y a que Beckenbauer. Et en fait, je pense qu'il y a, dans la mémoire collective, je ne sais pas vous, mais on vous parle souvent de Ribéry, on vous parle souvent de Drogba. On vous parle rarement de Laurent Blanc, quand même. Alors que Laurent Blanc, c'est juste extraordinaire. Laurent Blanc, c'est l'exemple type qu'un seul joueur, même si c'est un sport collectif, peut tout te changer. Parce que donc, de cette année extraordinaire qu'on vient de vivre, l'année d'après, quand Laurent Blanc part, où on garde une équipe qui est quand même compétitive, avec en plus des bonnes recrues, comme Dalmat, comme De La Peña, eh ben, on joue le maintien à la fin de l'année. Donc, des fois, il y a des joueurs qui sont tellement extraordinaires que leur seule absence, elle te dérègle tout. En fait, Blanc, il a alors, j'ai pas le mot pour dire. Ce qui est en sa défaveur, en fait, c'est qu'il a joué à une époque où les défenseurs, ils étaient aimés pour les attentats qu'ils faisaient, en fait. Et il jouerait maintenant Laurent Blanc, il serait. Mais il jouait à une époque où c'était encore la mode. Ouais, c'était vraiment la transition de ce football. Mais les défenseurs à cette époque-là, il fallait que ce soit des tueurs à gages. Et c'est pour ça que il était extraordinaire, franchement, techniquement, il était extraordinaire. Mais comme dit Naïm si bien, il n'est pas. Voilà, tu sens qu'il manque un truc pour émerveiller tout le monde, quoi. Et parce que défenseur, tu ne le regardes pas, en fait. Tu ne le regardes pas. C'est malheureux. Et voilà, en fait. Il n'a pas joué à la bonne. Il lui fallait une complémentarité qu'il a eu totalement avec De Sailly, c'est la perfection en équipe de France. Et puis même nous, cette année-là, avec Cyril Domoro à un degré moindre, c'était ce qu'il fallait, voilà, du costaud dans le duel et lui qui était là à la relance. En tout cas, moi Laurent Blanc, ça restera avec, je pense, Moser et Saliba, les trois défenseurs centraux les plus forts que j'ai vu à l'OM. Et c'est pour ça qu'on a mis dribble de légende. C'est pour ça qu'on a mis dribble de légende. C'est parce que c'est une légende de l'OM qui tente un geste de légende dans la surface de réparation pour un match de légende. Exactement. Et, moi, j'ai envie de voir le reste. Moi, j'ai envie de voir le reste. Vas-y. En parlant de légende, on va reculer d'un an. C'est la saison 97-98. Et ça va être un autre joueur de légende, mais surtout dans un match de légende. Je pense que là, pareil, même les plus jeunes, même ceux qui n'étaient pas nés à cette époque-là, je suis sûr qu'ils en ont au moins entendu parler une fois de ce match-là. C'est le Paris Saint-Germain-OM au Parc des Princes. Et il y a eu ce dribble de Ravanelli. Alors malheureusement, on n'a pas une qualité d'image et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est une folie. Mais vous voyez la talonnade, Rabé Sandratana, le nom le plus long du monde derrière son maillot, quand même. Je ne sais pas si on s'en souvient. Il fallait faire le tour du maillot pour mettre Rabé Sandratana. Il l'a vilipendé. Et vous savez pourquoi on n'a pas de bonne qualité d'image pour ce ralenti-là c'est parce que ce qui est fou, c'est que cette action, donc, elle finit par le fameux penalty très très polémique où Paris a crié au scandale, où il y a même une émission dans Canal+ à l'époque où ils ont décortiqué seconde par seconde pour essayer de dire est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty. Et en fait, ils se sont tellement focalisés là-dessus qu'il n'y a aucun ralenti du dribble de Ravanelli. Vous pouvez trouver tous les angles possibles, 3 secondes plus tard, du moment où il y a le contact pour dire est-ce qu'il y a penalty ou pas penalty, mais à aucun moment ils ont remontré ça pour vous dire à quel point l'extra sportif quelque part a pris le pas sur le sportif sur cette action-là, ou en tout cas le litige a pris le pas sur le beau jeu. Et je trouve ça fou. Mais l'action, le plus beau de cette action, outre le crochet, c'est que il tombe. C'est le geste le plus parfait de l'histoire. Il arrive à se toucher la cheville, il tombe parfaitement. En plus, Ravanelli, c'était l'Italien. Les gars, c'était vraiment le joueur italien par excellence. Il avait une protection de balle, dos à la cage. Il s'arrêtait, il repartait, c'était ça spécial, c'est là. Pour ceux qui ont suivi, Greg, je te souviens de Ravanelli. Et c'était l'Italien. Donc Ravanelli, il aimait bien aussi. Les coups francs aussi. Des coups francs incroyables. Il arrivait un peu sur la fin de sa carrière à l'OM. Tu vois, il était fort, mais il n'avait pas sa vitesse de sa jeunesse. Il était un peu lent, mais par contre,
il avait cette qualité technique, cette qualité de frappe, et il était surprenant. Il était très surprenant. Embrun Fada aussi. En fait, oui, mais il correspondait complètement à la ville. Italien, il y en a combien d'Italiens à Marseille? Fada, il y en a combien de Fada à Marseille? Le public, il correspondait complètement à la ville. Comme aurait pu l'être Balotelli s'il était resté un peu plus longtemps. Mais quand il prend ce micro, là, ouais, prend le micro, là, quand il marche, voilà, mais c'est. Mais son geste, il a marqué l'histoire. C'est un immense joueur avant d'arriver. Coup de tête à Ducrot dans OM PSG, tu vois, il correspondait parfaitement au club et à la ville. Et c'est pour ça qu'il est revenu à l'OM. Et même Naïm, c'est pour ça qu'il est revenu aussi à l'OM, parce que pour moi, il se marie parfaitement. Et c'est pour ça que la nouvelle direction le met en avant même dans les conférences de presse, parce qu'il se marie parfaitement. Et cette action, elle est rentrée dans la légende. Faut dire ce qui est. C'est peut-être pas le plus beau geste technique, même s'il l'a violé au début de l'action, mais la fin de l'action, le geste, il est incroyable. À la VAR, elle n'existe pas cette action. Il a failli aller en prison à cause de ça. T'imagines un peu où c'est monté cette histoire? Je pense qu'ils ont le carton pour simulation, il a été mis après ça, je crois. Les jeunes qui ne savent pas ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer vraiment ce que ça a engendré cette action. Ça a été, vraiment la guerre, ça en parlait tout le temps. Et Courbis aime à dire qu'on a perdu le titre ce jour-là. C'est le match aller, ça, hein, donc c'est tôt dans la saison. Mais en fait, pendant 6 mois après, on n'a plus eu un penalty. Et il y a une action à Lens. On jouait le titre avec Metz et Lens à cette époque-là. Et il y a une action à Lens qui est juste hallucinante. Si vous arrivez à la retrouver, il se fait tirer le maillot, mais c'est incroyable. Et l'arbitre ne siffle pas penalty. Et donc, c'est vrai que ça nous aura pesé. Bon, on a gagné ce match à Lens, mais il y a d'autres matchs où ça nous aura coûté cher. Et peut-être effectivement qu'on a perdu ce jour-là, même si je pense qu'on l'a perdu à Metz à l'époque, parce on joue Metz à un moment donné où on a égalité à quelques journées de la fin et il gagne 3-2. Laurent Blanc n'était pas là ce jour-là d'ailleurs. Et ça avait sûrement pesé. Mais voilà, Ravanelli, c'était pas n'importe qui. Il arrive de la Juve. Il marque en finale de Ligue des Champions en 96. Il se perd un peu à Middlesbrough en Angleterre et on le récupère grâce à ça. Mais c'était un très, très grand joueur. Et il marquait des buts. Le but, je ne sais pas si tu te souviens, Greg, au match aller contre Bordeaux, reprise de plat du pied sur un centre. C'était fort. Ravanelli, c'était très, très fort. Mais plus que son geste, je crois que c'est le pénalty obtenu derrière qui le fait rentrer dans ce top-là. Magnifique. On enchaîne. Je le revois. Non, je suis obligé de le revoir. Désolé. On se le revoit une dernière fois. On se le remet pour un coup, mais c'est vrai que ce geste-là, il est iconique. Ouais. Alors là, ça va. Je pense qu'on va toucher beaucoup plus de public parce que c'est beaucoup, beaucoup plus récent. Et c'est à la fois une belle année et une année un peu triste quand on y repense parce que c'est le dernier titre de l'Olympique de Marseille en championnat. C'est l'année 2009-2010. Didier Deschamps vient d'arriver à l'Olympique de Marseille et il est très ambitieux pour la Coupe d'Europe et il espère se passer enfin ce premier tour qu'on n'arrive pas à passer depuis qu'on est revenu en Ligue des Champions, parce qu'on est quand même régulier depuis quelques années. Et malheureusement, on est puni au Vélodrome contre le Milan par un Pippo Inzaghi très efficace. Et on se retrouve à aller jouer le match retour à Milan en devant gagner pour pouvoir se qualifier. Et ce jour-là, il y a un certain Mamadou Niang qui nous aura sorti ce geste-là. Ah ben attends, on va l'arrêter. En face de lui, tu as Thiago Silva et Gianluca Zambrotta. Que ça. Donc ça veut dire que tu as probablement Thiago Silva à l'époque, c'était la valeur montante avec un talent hors norme, même s'il ira à Paris. Et Zambrotta, c'était le meilleur latéral droit du monde à l'époque. Il pouvait jouer à droite ou à gauche. C'était un contre-attaquant dans le 3-5-2 italien. C'était un monstre. Ouais, il était un peu plus sur la fin, mais ils avaient Nessa, ils avaient Pirlo, ils avaient Ronaldinho. On va la reprendre, Naïm. On va la reprendre et je vais vous donner une anecdote qui est incroyable. Elle est incroyable. La question, c'est à quel moment tu es face à gagner. Donc, tu as 2 joueurs sous le dos. À quel moment tu te dis, je vais mettre une talonnade pour mettre 2 joueurs. Ce geste, il n'existe pas. On l'a vu nulle part ailleurs. Plus jamais personne n'a refait ce type de geste-là. On est d'accord. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mamadou Niang il y a un peu moins d'un an, lors de l'inauguration de la boutique de l'OM au Terrasse du Port. Et je lui pose je lui dis, Mamad, il y a une chose que j'ai besoin de savoir. Dis-moi, ce geste que tu fais, tu l'as travaillé à l'entraînement?
Et il me regarde et il me dit, tu sais quoi? Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça le talent. Frérot. oui. C'est pas de la Le génie, répétition, c'est ça. machin. C'est le génie, il est là. Il te dit de sa bouche, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Comment tu penses tu as 2 monstres sur ton dos, mais je crois que je me rappelle au Vélodrome, c'est probablement l'un des plus gros cassages de reins où tu as 2 mecs qui se regardent en se disant, ouah, qu'est-ce qu'on vient de se prendre? Tu vois? C'est à Milan, là. Hein? C'était à, Oui, c'était à Milan, c'est Milan. Oui, c'est à Milan. Mais tu te dis vraiment, qu'est-ce que je viens de me prendre? Ah, mais ce qui est, c'était vraiment, c'est ça, c'est la qualité de l'opposition, là, vraiment, qui fait que ce geste rentre dans la Sur légende. les matchs arrêtés, Et, les hommes bretons, Thiago Silva, il dit, mais merde, qu'est-ce qu'il fout là-bas, le ballon? Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? et surtout que Nyang avait un coup de rein extraordinaire, donc là, pour eux, c'était terminé, ils n'allaient plus le revoir. Et pour une autre anecdote, ce match, on l'a regardé ensemble à l'époque avec Bilal, et donc il y avait un partout. Et à un moment donné, il y a une action où Brandao, notre ami Brandao, se retrouve seul devant la cage vide, à 3 mètres de la cage, et il tire sur la barre. Et il restait du temps, hein, le match n'était pas fini. Et je me souviens, Guilhem m'avait dit, et là, il vient de nous éliminer là. Et il restait un peu de temps, et il restait 2 matchs. Je ne l'ai pas dit comme ça exactement, mais on va pas mettre les bip, bip, bip. Mais j'étais. Il nous a éliminés, Stamp. Et ce qui est fou, c'est que derrière, Milan se fera accrocher par Zurich et que finalement, s'il avait marqué Brandao, effectivement, on se serait qualifié. Donc, tu avais été prémonitoire ce jour-là. Mais bon, je pense qu'on était obligé de mettre à un moment donné Mamadou Niang parce que ça a été quand même un joueur extraordinaire. Sûrement pas reconnu comme ce qui a été de mieux à l'OM parce qu'on a eu des joueurs qui ont été tellement au-dessus, tellement des légendes. Mais quand même, ce qu'il a réussi à faire Niang, et ça reste la dernière période où on a gagné des titres. C'est pas anodin, c'est lui qui était capitaine. Donc bon, voilà. Je pense que Mamadou Niang a sa place autant pour la qualité du dribble que le joueur qu'il a été à l'Olympique de Marseille. Écoute, hein. Greg, un petit mot sur Mamad. Je sais que c'est un joueur qui t'a fait rêver. Ouais, Niang, oui, c'est un peu le. Il a souffert un peu d'avoir des noms ronflants tout le temps à côté de lui, en fait. Et ça n'a jamais été lui. Tout seul à l'OM. Hein? Il s'est construit tout seul à l'OM, Mamadou Niang. Oui, mais il a souffert de toujours avoir des noms ronflants à côté de lui, des recrues phares ou des noms ronflants. Il a souffert un peu de ça. Tu as très bien dit, il n'est pas reconnu à sa juste valeur par rapport à ça, parce qu'il y a toujours eu des gros noms à côté de lui qui ont souvent floppé. Je pense à qui? À Zenden, Cissé? Non, moi, Cissé, je trouve pas qu'il a floppé à l'OM. Sur les 2 saisons, une Non, sans parler de flopé, je parlais au niveau de stars, de grands. Ouais, non, mais après, je sais pas avec qui. Alors, l'année du titre, il y a Lucho, Enze, donc Argenté ronflant, tu as compris. Et d'autres années, il a toujours souffert de ça, en fait, d'être associé à des mecs qui avaient soit qui étaient issus de recrutement ronflant, ou soit qui avaient des noms ronflants. Et lui, il a toujours performé, Niang. Donc, voilà, il y a un peu un déficit de reconnaissance par rapport aux gens qui l'entouraient, quoi. Voilà. Naïm, on arrive dans le top 5. Et là, le top 5, là, je pense qu'il y a de la légende, là. Il y a de la légende. Hein. Il y a de la légende. Et là, encore une fois, on se rapproche encore plus dans le temps. Et là, je pense qu'il y a quasiment tout le monde qui l'a vécu ou qui a connu cette action-là, qui regroupe quand même pas mal de critères, c'est-à-dire talent du joueur, qualité du dribble et contexte du match. Je pense que là, on n'est pas trop mal. C'est en 2017-2018 et c'est un certain Dimitri Payet. Cette action, c'est surtout quand tu vois qu'on est 3-2, 60e minute de jeu. Il a marqué un but extraordinaire, Payet, parce qu'il a refusé probablement le plus beau but de la compétition. Et je m'en souviens. Ah oui. Je pense que c'est probablement l'une des plus grandes ambiances de l'histoire de l'OM, ce match-là. On l'a vu et revu, mais dans le stade, il s'est passé quelque chose qui se passe qu'à l'OM, c'est que c'était un volcan. Et en fait, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer en éruption. Et il est rentré ce soir-là. Jamais on n'aurait pensé que ce match-là deviendrait l'un des plus grands matchs de légende. Et Payet, sur ce dribble-là, c'est la qualité technique du joueur. Bon, je suis peut-être, Greg, peut-être un peu trop amoureux de Dimitri Payet, je l'avoue, mais c'est un esthète du football. Il n'y en a pas 40 000 des joueurs comme ça. On en a eu en France, on en a eu très peu.
Et même en Europe, un Payet, sur cette action-là, il fait tout. Fin de corps. Attends, on va quand même la remettre, même si vous l'avez vu 280 fois. Mais pour moi, il fait tout dans cette action, Naïm. Il envoie fin de corps. Celle-là, ici, là, le défenseur, crac, passement de jambe, il a arrêté. Et la finition. La finition. Greg, le gardien, il fait quoi là-dedans? Il regarde, il dit bravo. Il se lève, il applaudit. Là, cette action, elle est représentative du talent qu'avait Payet. Voilà, c'est tout. Après, on peut le critiquer, il n'a jamais rien gagné, il a joué qu'à l'OM, il était gros. Laissez-le tranquille. Tu as des joueurs qui connaissent leurs limites, qui savent où ils sont et voilà. Il était très bien à l'OM, il ne voulait pas partir en fait. Et donc, mais c'est un joueur qui. Moi, j'ai des amis et un en particulier qui je pense, qui s'abonnent au stade que pour Payet. Donc, pour dire le joueur que c'était et ce qu'il a apporté à l'OM. Moi, je ne critiquerai jamais Payet parce qu'il qualité technique au-dessus de la moyenne, on le sait tous. Il a peut-être gâché sa carrière en restant à l'OM, mais peut-être qu'il avait lui envie de rester à l'OM parce que tout lui convenait en fait. Donc, immense respect pour Payet et cette action, elle résume très bien ce qu'il nous a apporté. Technique, frisson, porter ses couronnes dans des moments clés et importants, parce que lui, il a souvent fait ça. Donc, franchement, Payet, et on va avoir croisé quelques fois quand j'étais à l'OM, donc dans un contexte un peu, voilà, très bon mec. Et cette campagne, elle est magnifique. On nous avait dit qu'il y aurait plus d'équipes françaises capables de faire d'aussi grosses performances, d'aller en finale de Coupe d'Europe. Voilà, ça commence à remonter 2004 avec Drogba. Et bon, avec une équipe qui était quand même très limitée, on va pas se mentir. Hein. On se rappelle que on avait quand même du Rolando, du Amavi, du Sakai, qui ont été des bons soldats, qui ont fait de bonnes campagnes, mais on avait mis Trouglou et Germain en attaque. Donc d'être allé en finale cette année-là, de Coupe d'Europe. Attends, Naïm, on va le répéter. Ce que tu viens de dire, avec Mitroglou et Valère Germain. C'est-à-dire que Ebou Nassar, reconverti latéral droit, qui sort probablement son plus grand match de sa carrière contre Leipzig au match retour. On n'a pas mis l'extérieur de Clinton NG là-dedans. On l'a pas mis, j'ai hésité. Mais cette vidéo. Mais ce qui est fou, pardon, merde. Ce qui est fou, c'est que des 3 finales de Coupe de l'UEFA qu'on a fait, c'est celle où on a été le plus proche de la gagner, c'est celle-là. C'est pourtant on avait l'équipe la plus faible des 3 finales peut-être, mais on a fait un début de match incroyable. Et si Germain rate pas son occasion, je reste persuadé qu'on la gagne parce que l'Atlético était une équipe qui était injouable quand elle menait au score, mais qui avait plus de difficultés quand elle était menée. Et donc voilà, ça restera quand même un souvenir extraordinaire. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Bilal, pour la Coupe d'Europe. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, malgré les années sans titre, malgré l'ultra-hégémonie du Paris Saint-Germain, que l'OM reste le plus grand club français, c'est notre histoire européenne. Au-delà de notre histoire française, c'est ces finales. Voilà, même si on n'en a gagné qu'une, on a fait 3 finales de Coupe de l'UEFA, on a fait 2 finales de Ligue des Champions, et c'est ces parcours-là qui font que dans la mémoire collective, sur la durée, le club numéro 1, ça reste l'OM. Les parcours, les scénarios des parcours. Exactement. Le scénario, t'imagines, ça finit par Sakai, quoi. À la fin. Ils ont quand même marqué sur l'engagement quasiment, Leipzig. Faut pas l'oublier, quoi. Salzbourg, c'est pas non plus, voilà, mais et tu as ce Rolando là qui met son casque intégral, qui marque la fin. Il était mal embarqué en plus, cette demi-finale était très très mal embarquée. C'est la même, l'année de Courbis. Greg Pelé qui est incroyable contre Salzbourg. Le mec qui te sort contre Salzbourg, ouais. Sur la tête de Kaitakar. Incroyable. Et comme quoi, c'est des actions de légende, des joueurs de légende. Et maintenant, tu vas nous envoyer le top 4. Et là, on se rapproche vraiment de la top légende. Là. Ouais. Comme tu dis, on se rapproche de la top légende. J'ai envie de te dire, quelque part, est-ce que c'est pas la top légende là, qui arrive maintenant? Le débat est ouvert, mais pour moi, c'est le plus grand joueur de l'Olympique de Marseille. C'est la saison 89-90. Il a spoilé. On aurait dû faire les devinettes là. 89, tu as dit quoi? 90. Non, 89-90. Non, 89-90. 89-90 et peut-être pour moi le plus grand joueur de l'histoire de l'OM, ça porte à débat. Mais oui. En tout cas, un talent hors norme et en plus, en termes de contexte. C'est rien, celui-là.
OM Paris Saint-Germain. Ah non, pas quatrième celui-là, il doit être premier, lui. Ça va débat. Attends, on va la reprendre quand même. Hein. On va la reprendre parce que c'est Greg, celle-là, il faut la remettre du début. Quatrième, celle-là. Vous êtes fous, les gars, il doit être premier largement. Et en plus, Naïm, ce qui est incroyable. Attends, je te coupe, Bilal. Vas-y. Sur le contexte, il fait pas un bon début de saison. Il fait pas un bon début de saison et c'est ça qui le. Alors, c'est la deuxième saison. Non, ben c'est 91 alors. Non, 89, 80. Non. 89, 90, c'est. Ben c'est la première saison. Waddle, il fait 90, 91, 92. Pardon, oui. 90, 91, pardon. 90, 91. C'est en 90 parce que c'est début de saison. 90. Ça 90, 91, pardon. Attendez, les gars, juste je vous coupe. Greg, c'est toi qui es dans le vrai. Et sa déclaration plus tard, je te disais juste sa déclaration parce que il dit en démarrant ce match contre Paris, non seulement j'étais bien physiquement après avoir travaillé depuis mon arrivée à Marseille, mais en plus je sentais quelque chose commencer. Alors j'ai mis un but particulier pour marquer ce nouveau départ et j'ai senti immédiatement que l'atmosphère changeait. J'avais besoin de ça pour démarrer mon histoire à l'OM. Et oui, il avait fait un début de saison petit Moré et il lâche les chevaux là, avec ce geste de génie. Et vous me le mettez quatrième, je suis pas d'accord. L'ouverture de Dimeco, c'est une chandelle de Dimeco. Rien que ça. Rien que ça. Le sombrero sur Joël Batz. Et vas-y, je te respecte pas, frérot, parce que je te respecte pas à la fin. C'est vraiment, pour moi, il l'a humilié. C'est regarde, allez, hop là, lève la main, et il le regarde derrière. Normalement, le mec, il a raté la talonnade. Il a raté un peu la talonnade. Oh, Greg, tu n'as pas envie de lui mettre un taquet dans le dos, tu sais, gardien, le mec, il t'humilie comme ça. La prochaine sortie, tu prends un penalty. Il n'y avait pas trop de rouge à l'époque, mais tu le défonces, le mec. Si tu arrives à l'attraper, parce qu'avec ce qu'il vient de te faire. C'est vrai. Tu sais quoi, Naïm? C'est vrai qu'on aurait pu le mettre, plus haut. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre plus haut, clairement, en termes de joueurs, en tout cas, c'est ce qui s'est fait de mieux. Et bon, le contexte est sûrement moins important que pour le numéro 1, par exemple, mais ou pour un autre qui est au-dessus de lui. Mais c'est quand même un contexte qui est assez important parce que c'est un peu les bases de la fameuse rivalité Paris Saint-Germain-OM. Si vous voulez, l'année d'avant, c'est le fameux match du titre au Vélodrome. Donc, on a égalité avec Paris, où Paris a un point d'avance. Enfin, c'est le match du titre au Vélodrome avec le fameux but de Franck Sauzet à la dernière minute qui permet d'être champion. Mais c'est surtout vraiment le début de la rivalité parce que c'est là les supporters parisiens avaient dit qu'ils viendraient transformer le Vélodrome en nouveau SL. Ça avait fait tout un scandale. Donc ils avaient lancé les hostilités un peu comme ça. Et plus, ça leur a fait très très mal parce qu'ils perdent le titre à ce moment-là. Et donc ça, c'est quelques mois après, puisque c'est le match aller de la saison suivante. Effectivement, 89-90, je sais pas pourquoi j'ai dit 90-91. Et donc voilà, il y a quand même aussi de ce contexte-là où cette rivalité commence vraiment à naître entre les deux équipes. Et bon, le geste, tout est extraordinaire. Ça reste qu'un match de championnat, de match aller. C'est juste ça pour moi qu'il a mis un peu plus bas dans le classement. Mais oui, clairement, il n'y aurait aucun scandale à dire que c'est le numéro 1. Ouais, ça se voit, Greg, et surtout qui est Chris Waddle. C'est quand il arrive, donc c'est l'un des plus gros transferts de l'histoire de l'OM. Et pour les supporters de l'OM, tu vois arriver un joueur un peu pâteau, nonchalant. Ouais, le plus gros, un peu pâteau, nonchalant. Un inconnu, mais qui est international anglais, tu vois, qui venait de Tottenham. Bon, tu te dis quand même. À l'époque, nous, on est encore jeunes, tu vois, on n'a pas, il n'y a pas cette relation que tu as à décortiquer l'arrivée d'un joueur à l'OM. Mais c'est Tapi, il y avait de la folie Tapi derrière. Donc, on se disait, un mec comme Tapi, il ne met pas all-in sur un joueur sans se dire que c'est un génie, tu vois. Tu l'entends, l'anecdote de Waddle qui raconte quand il arrive à l'aéroport? Non, vas-y. C'est l'anecdote qui dit que donc un journaliste, il va le voir, il lui dit, bon, vous arrivez d'où? Bon, je te le fais en français, tu la connais, Naïm? Vous arrivez d'où? De là, d'Angleterre, ok. Ah oui, il lui dit, bon, vous allez jouer ce soir? L'autre, il dit, jouer ce soir? Et le journaliste, il lui dit, oui, de tel groupe, un groupe anglais, tu vois. Il croyait que c'était un chanteur d'un groupe anglais. Pour te dire, tu vois, à l'époque, comment il était connu. Voilà. Pink Floyd. Ouais, Pink Floyd, je sais pas quel groupe c'était, tu vois, mais elle est connue, cette anecdote. Tu dois la trouver facilement.
Wouah, déjà 45 minutes, les gars. Je savais que vous étiez des pipelettes, les amis. 45 minutes de folie. Mais avant de parler du top 3, les potos, mettez-nous en commentaire quel est votre top 3. Parce que malheureusement pour vous, on ne va pas vous le dire tout de suite. Rendez-vous dimanche matin pour votre petit déjeuner, les potos. On va vous cracher le top 3 et le bonus. Mais j'ai hâte de voir en commentaire qui est votre top 3 des actions et des gestes techniques les plus légendaires de l'Olympique de Marseille, les gars. Mettez-nous en commentaire, régalez-nous. On se retrouve dimanche. Soyez patients et allez l'OM.